Et si ce que vous mettiez dans votre bouche chaque matin pour prendre soin de vous était en réalité en train de vous rendre malade? Cerveau, cœur, mémoire? Tout commence par un simple geste que personne ne remet en question. J'ai exercé pendant plus de 40 ans dans un cabinet de quartier, j'ai vu passer des générations entières. Des enfants avec les dents de lait, des adultes stressés par la vie, des personnes âgées souvent oubliées. Aujourd'hui, à la retraite, je pourrais me taire, cultiver mon jardin, fermer les yeux sur tout ce que j'ai appris. Mais je n'y arrive pas. Il y a des vérités que je ne peux pas emporter avec moi en silence. Car ce que je vais vous révéler ici pourrait bien bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur votre dentifrice. Tout commence par un geste banal. 2 fois par jour, vous vous brossez les dents, persuadé d'agir pour votre santé. Le tube posé sur le rebord du lavabo vous semble familier. Une marque connue, une promesse de blancheur, de fraîcheur, de protection contre les caries. Mais si je vous disais que ce tube contient en réalité l'un des ingrédients les plus sournois, les plus destructeurs que la médecine ait jamais laissé entrer dans les foyers. Si je vous disais que le fluor, loin d'être votre allié, est peut-être l'ennemi silencieux de votre cerveau, de votre flore intestinale, de votre équilibre hormonal et même de l'avenir de vos enfants, je sais que ce que je dis peut choquer. Mais je ne parle pas à la légère. Des décennies d'observations cliniques, croisées avec les recherches les plus récentes, m'ont ouvert les yeux. Des enfants que je suivais depuis leur petite enfance ont vu leur concentration diminuer, leur humeur changer, leur développement cognitif ralentir, sans que personne ne fasse jamais le lien. Jusqu'au jour où j'ai lu cette étude de Harvard, croisée avec les données de l'INSERM, le fluor abaisse le quotient intellectuel des enfants exposés précocement, parfois de 4 à 7 points. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi ne vous en parle-t-on pas ? Parce que derrière cette molécule soi-disant protectrice, il y a des intérêts industriels colossaux. L'industrie du dentifrice représente des milliards d'euros, avec une marge brute parfois supérieure à 1000%. Pour seulement quelques centimes, on fabrique un tube contenant des agents moussants, des conservateurs, des édulcorants, des colorants et du fluor, que l'on vous revend ensuite entre 3 et 6 euros accompagné d'une belle publicité. C'est que qu'on appelle un produit parfait pour les actionnaires, pas pour les patients. Mais revenons au fluor. Ce composé chimique, utilisé autrefois dans les raticides, traverse la barrière hémato-encéphalique, s'accumule dans le cerveau, perturbe le fonctionnement neuronal et pourrait jouer un rôle dans la survenue de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou la démence sénile. Il interfère aussi avec l'iode, un élément vital pour votre glande thyroïde. Résultat, hypothyroïdie, fatigue chronique, prise de poids inexpliquée, saute d'humeur. Et si cela ne suffisait pas, une exposition chronique au fluor fragilise vos os, augmente le risque de fracture et peut conduire à une pathologie appelée fluorose osseuse. Mais le plus grave, à mes yeux, n'est pas ce que fait le fluor. C'est ce qui l'empêche. En détruisant les bonnes bactéries présentes naturellement dans votre bouche, celles qui régulent le pH, protègent l'émail, empêchent la prolifération des pathogènes, le fluor ravage votre microbiome buccal. Ce microbiome, si peu connu du grand public, est pourtant le rempart numéro 1 de votre immunité. Et comme la bouche est la porte d'entrée du système digestif, lorsque ce microbiome est déséquilibré, c'est tout votre corps qui en subit les conséquences. L'inflammation se propage, l'intestin devient perméable, les maladies auto-immunes s'installent doucement mais sûrement. Ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, ce n'est pas simplement que le fluor est toxique, c'est que la bouche n'est pas un organe isolé. Elle est un carrefour biologique, un épicentre de communication entre votre cerveau, votre cœur, votre système immunitaire, vos intestins. Prendre soin de sa bouche, ce n'est pas avoir un beau sourire, c'est se protéger contre les maladies les plus graves de notre époque. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour dénoncer ou pour faire peur, c'est pour vous rendre votre pouvoir. Car il existe des alternatives simples, accessibles, naturelles. Encore faut-il les connaître. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette série de vidéos. Alors si vous sentez au fond de vous qu'il est temps de remettre en question ce que l'on vous a toujours dit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Cela m'encouragera à continuer ce travail de transmission, à partager les connaissances que j'ai accumulées au fil d'une vie entière au service des autres. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Prenez un instant pour y réfléchir.
puis laissez votre réponse en commentaire, car parfois, c'est dans une simple question que commence la prise de conscience. Selon vous, que vaut-il mieux faire pour protéger votre santé bucco-dentaire à long terme? A. Se brosser les dents 2 fois par jour avec un dentifrice classique aux fleurs vendues en grande surface. B. Se brosser les dents avec une pâte sans fluor, combinée à des gestes naturels comme le grattage de langue et le massage des gencives. Répondez A ou B dans les commentaires et ouvrez bien les yeux. La vérité ne se trouve pas toujours là où on vous dit de la chercher. Après une vie entière consacrée à soigner, écouter, observer, il y a des choses que je n'acceptais plus de voir se répéter dans le silence. L'une d'elles, peut-être la plus insidieuse, tient dans un petit flacon que beaucoup conservent dans leur salle de bain. On l'utilise le matin pour bien commencer la journée et le soir pour finir proprement. Il pique un peu, il donne une haleine mentholée. Il donne surtout l'illusion du soin. Mais derrière cette sensation de fraîcheur immédiate se cache une réalité que très peu de gens soupçonnent. Le bain de bouche industriel est un poison quotidien. J'ai vu tant de patients souffrir de douleurs gingivales chroniques, de muqueuses irritées, d'affections récurrentes, sans qu'aucun traitement ne fonctionne à long terme. Ce n'est qu'en creusant davantage que je me suis rendu compte que la majorité de ces personnes utilisaient chaque jour, sans se poser de questions, un bain de bouche vendu en pharmacie ou en grande surface. Des produits colorés, souvent vantés par la publicité, garantissant une hygiène parfaite, une élimination de 99% des bactéries, une bouche saine et protégée. Des promesses séduisantes, mais basées sur une vision erronée, voire dangereuse, de ce qu'est réellement l'équilibre buccal. Il faut comprendre une chose fondamentale. La bouche n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas une zone à stériliser. C'est un écosystème vivant, délicat, en constante interaction avec le reste de votre organisme. Chaque bactérie présente dans votre salive a une fonction. Certaines régulent le pH, d'autres protègent les émails, d'autres encore empêchent la prolifération des pathogènes. Lorsque vous introduisez dans cet écosystème un bain de bouche contenant de l'alcool, des huiles essentielles concentrées et des antiseptiques puissants, vous ne faites pas le ménage, vous déclenchez un massacre. Les bains de bouche industriels sont souvent conçus à partir de formules développées à l'origine par l'industrie des savons et des désinfectants. L'un des premiers produits de ce genre, commercialisé au XIXe siècle, était à l'origine un désinfectant pour les instruments chirurgicaux. Ce n'est qu'après un repositionnement commercial habile qu'il est devenu un produit d'hygiène buccale. Et depuis, cette industrie n'a cessé d'ajouter des substances plus puissantes, plus abrasives, pour répondre à la peur que l'on vous a inculquée, la peur des bactéries. Mais toutes ces bactéries ne sont pas mauvaises, et lorsqu'on les élimine toutes, sans distinction, on crée un déséquilibre, on fragilise les muqueuses, on rend les gencives plus sensibles, plus inflammées, on ouvre la porte à des pathogènes qui, eux, n'ont plus de concurrents. On assèche la bouche, on modifie le microbiome, et ce déséquilibre local peut rapidement devenir un désordre systémique. De récentes recherches menées en Scandinavie ont mis en évidence un lien clair entre l'usage quotidien de bains de bouche contenant de l'alcool et une augmentation de la pression artérielle. Pourquoi ? Parce que certaines bactéries buccales sont responsables de la transformation des nitrates alimentaires en nitrites, précurseurs du monoxyde d'azote, une molécule vasodilatatrice essentielle pour la santé cardiovasculaire. En détruisant ces bactéries, on empêche la production de ce gaz et la tension monte. C'est aussi simple et aussi effrayant que cela. D'autres études suggèrent également un lien entre l'usage abusif de bains de bouche antiseptiques et le développement de certains cancers buccaux et oropharyngés en raison de la présence d'alcool à haute dose et d'irritation chronique des tissus. Le produit que vous pensiez utiliser pour prévenir les maladies peut, à terme, en favoriser l'apparition. Ce qui me dérange profondément, c'est le manque d'informations claires données aux patients. On prescrit encore trop souvent ces produits en pensant bien faire, sans mesurer leurs effets secondaires à long terme. En tant que médecin, je crois qu'il est temps de reconsidérer ce geste devenu automatique. Il est temps de sortir de l'automatisme de consommation. De se demander à quoi cela sert-il vraiment ? Est-ce que bénéfique ? Est-ce soutenable pour mon corps, jour après jour ? Heureusement, il existe des alternatives, des solutions naturelles, douces, respectueuses de l'écosystème buccal. Par exemple, le bain de bouche à l'huile de coco ou à l'huile de sésame, pratiqué dans les médecines traditionnelles depuis des siècles, possède des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes douces, sans détruire l'équilibre de la flore. Les infusions tièdes de sauge, de thym
ou de clous de girofle peuvent également servir de rinçage protecteur. Et surtout, rien ne remplace une bonne hygiène quotidienne. Brossage doux, fil dentaire, grattage de la langue, massage des gencives, je le répète, votre bouche n'est pas un laboratoire à désinfecter. C'est une partie vivante, connectée à votre système nerveux, à votre digestion, à votre système immunitaire. Ce que vous y mettez chaque jour n'est pas anodin, le goût mentholé que vous recherchez ne vaut pas les conséquences que vous ignorez. Je me souviens d'un de mes patients, Jean-Pierre, 54 ans, cadre dynamique, soucieux de son image. Il utilisait un bain de bouche matin et soir depuis plus de 10 ans. Quand il est venu me consulter pour des douleurs gingivales et des aphthés récidivants, il n'imaginait pas une seule seconde que son rituel de fraîcheur en était la cause. Il a tout arrêté. 2 mois plus tard, les douleurs avaient disparu. Il avait retrouvé une bouche plus saine et une conscience plus aiguisée de ce qu'il introduisait dans son corps. Voilà pourquoi je parle. Voilà pourquoi je témoigne. Parce qu'on ne peut plus ignorer que ce qui nous est vendu comme propre est parfois ce qui nous salit le plus en profondeur. Prenez soin de votre bouche, oui, mais faites-le avec respect, avec intelligence, avec discernement. N'ajoutez pas de guerre chimique là où le corps sait parfaitement s'équilibrer, pourvu qu'on l'écoute. Et si vous deviez faire le tri dans votre salle de bain, commencez par là. Jetez le bain de bouche bleue électrique au fond du placard. Votre corps vous remerciera dans quelques années. Moi, je vous remercie aujourd'hui de m'avoir écouté. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été fasciné par les connexions invisibles du corps humain. Cette intelligence organique, silencieuse, qui relie un trouble digestif à une fatigue chronique, un déséquilibre hormonal à une dépression, une simple inflammation buccale à un infarctus. C'est cette compréhension systémique que l'on oublie trop souvent. On découpe le corps en spécialités, en organes isolés, en symptômes à faire taire. Mais ce que j'ai appris au fil de mes décennies de pratique, c'est que tout commence souvent par la bouche, littéralement. Je me souviens d'un patient, Alain, la cinquantaine passée, en surpoids, diabétique de type 2, qui venait me voir pour des douleurs thoraciques intermittentes. Tout semblait pourtant sous contrôle. Glycémie régulée, tension suivie, cholestérol géré. Mais son état empirait. Un jour, au détour d'une consultation de routine, je remarque des gencives très enflammées, saignantes au moindre contact. Une haleine forte, signe d'un déséquilibre profond. J'ai alors réalisé que ce que nous prenions pour des complications métaboliques était peut-être les conséquences d'une infection chronique de la bouche. Ce que très peu de gens savent et ce que trop peu de médecins disent, c'est que les bactéries pathogènes de la bouche ne restent pas sagement dans la bouche. Elles circulent. Une fois que la barrière gingivale est rompue, par l'inflammation, la plaque, une infection, ces bactéries pénètrent dans le sang. Elles voyagent et elles s'installent là où on ne les attend pas, sur les parois artérielles, dans les valves cardiaques, dans le tissu cérébral. La bactérie Porphyromonas gingivalis, en particulier, est une véritable menace invisible. En présence de poches parodontales profondes, elle prolifère, pénètre la circulation et déclenche des cascades inflammatoires. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait aujourd'hui démontré par la recherche. Des analyses post-mortem ont retrouvé cette bactérie dans les plaques amyloïdes du cerveau de patients atteints d'Alzheimer. Oui, vous avez bien lu, une infection chronique des gencives pourrait contribuer à la dégénérescence cérébrale. Je sais combien cela peut paraître choquant, presque improbable, mais c'est la réalité. Le cerveau que l'on croit protégé par la barrière hémato-encéphalique est en réalité vulnérable face à certaines bactéries capables de la traverser, surtout en cas d'inflammation chronique. Une bouche malade, ce n'est donc pas qu'un problème dentaire, c'est un facteur de risque neurologique au même titre que le tabac ou l'hypertension. Et ce lien ne s'arrête pas là. D'autres études établissent une corrélation entre maladies parodontales et accidents cardiovasculaires. Les bactéries buccales favorisent l'agrégation plaquettaire, contribuent à la formation de caillots et accentuent l'athérosclérose. Combien de fois ai-je vu des patients faire un AVC ou un infarctus sans qu'aucun professionnel n'ait songé à regarder l'état de leurs gencives? Trop de fois. Et si l'on ajoute à cela le lien avec le diabète, on comprend à quel point la santé buccale est centrale. L'inflammation gingivale chronique augmente la résistance à l'insuline. C'est un cercle vicieux. Plus l'inflammation persiste, plus le pancréas fatigue. Et plus la glycémie devient instable, plus les tissus gingivaux se détériorent. Un diabète mal contrôlé abîme la bouche. Une bouche abîmée rend le diabète incontrôlable.
Alors, pourquoi ces faits, pourtant établis, restent-ils absents des discours de prévention? Pourquoi la médecine conventionnelle continue-t-elle à traiter ces sujets comme s'ils étaient séparés? Je n'ai pas de réponse simple. Peut-être par manque de formation. Peut-être parce qu'il est plus facile de prescrire une pilule que de parler de brossage de dents et de microbiome oral. Mais moi, je ne peux plus me taire. Car dans mon cabinet, j'ai vu des patients reprendre le contrôle de leur santé, simplement en prenant soin de leur bouche. Je pense à Sylvie, 63 ans, qui souffrait de perte de mémoire, de fatigue inexpliquée, de douleurs articulaires. Personne n'y comprenait rien. Jusqu'au jour où, poussée par une hygiéniste convaincue, elle a changé toute sa routine bucco-dentaire. En quelques mois, ses symptômes ont régressé. Était-ce une coïncidence? Peut-être, mais je crois au contraire que c'était le corps qui retrouvait son équilibre. Vous voyez, notre bouche est un miroir. Elle reflète l'état de notre système immunitaire, de notre flore, de notre métabolisme. Elle est aussi une sentinelle. Lorsqu'elle s'enflamme, lorsqu'elle saigne, lorsqu'elle est douloureuse, ce n'est pas juste un petit souci dentaire. C'est un signal d'alerte, un appel à changer quelque chose de plus profond. Et si on l'ignore, ce message peut devenir une maladie chronique, insidieuse, systémique. Aujourd'hui, à la retraite, je regarde en arrière et je me demande combien de maladies j'aurais pu prévenir si j'avais pris plus tôt en compte la bouche dans sa dimension systémique. Combien de diagnostics aurais-je pu affiner si j'avais compris que l'inflammation buccale n'est jamais anodine. Ce regret, je ne veux pas qu'il soit vain. C'est pourquoi je parle. Pourquoi je partage? Pourquoi je tends la main à celles et ceux qui veulent voir au-delà des apparences? Alors, la prochaine fois que vous ressentez une gêne dans vos gencives, que vous saignez un peu en vous brossant les dents, ne balayez pas cela d'un revers de manche. Ce n'est pas rien. C'est peut-être le premier chapitre d'une histoire que vous pouvez encore réécrire. Et moi, je suis là pour vous aider à en comprendre les mots. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de toutes ces années à ausculter, à écouter, à diagnostiquer, c'est que ce qui nous rend malades n'est pas toujours visible à l'œil nu. Parfois, le poison se cache dans les détails, dans les habitudes, dans ce que nous croyons inoffensif, parce qu'on nous l'a répété depuis l'enfance. Pendant longtemps, j'ai moi-même fait confiance aux produits d'hygiène conventionnelle. J'ai recommandé à mes patients les dentifrices les plus connus, ceux que l'on voit à la télévision, ceux que les laboratoires nous présentaient comme des références sûres. Mais avec le temps, les témoignages, les études et surtout les effets cliniques observés, j'ai été obligé de changer d'avis. Parce que ce que j'ai découvert est à la fois profondément troublant et cruellement réel. Nos produits d'hygiène dentaire sont truffés de substances nocives, dont la plupart ne devraient jamais entrer dans la bouche d'un être humain. Commençons par l'un des plus anciens et des plus controversés, le triclosan. Pendant des années, ce puissant antibactérien a été intégré dans des savons, des déodorants, des gels douche, puis dans les dentifrices. On lui prêtait des vertus miracles contre les bactéries responsables de la plaque dentaire. Mais ce qu'on ne disait pas, c'est que le triclosan est un perturbateur endocrinien avéré. Il dérègle le système hormonal, influence la thyroïde, interfère avec les cycles menstruels et, chez les plus jeunes, pourrait altérer le développement pubertaire. Il a même été suspecté de favoriser la résistance aux antibiotiques en perturbant l'équilibre bactérien naturel. Depuis, certains pays l'ont interdit dans les produits cosmétiques. Mais il reste présent dans certains dentifrices. Pourquoi? Parce qu'il est peu coûteux et que le consommateur moyen n'a pas les outils pour lire entre les lignes. Vient ensuite un autre danger, plus sournois encore, car totalement invisible, les microplastiques. Oui, vous avez bien lu. Des particules de plastique incorporées dans certaines pâtes dentaires pour nettoyer, polir, rendre les dents plus blanches. Ces microbilles, que l'on sent parfois sous la langue, ne se dissolvent pas. Elles s'infiltrent sous les gencives, irritant les tissus, créent des microlésions propices à l'inflammation. Pire encore, une partie d'entre elles est ingérée et termine son parcours dans l'intestin, où elles participent à cette lente mais certaine pollution plastique de notre corps, dans le sang, dans les organes, parfois même dans le placenta. Et l'industrie continue de les ajouter en toute légalité, car la réglementation peine à suivre les preuves scientifiques. Un autre ingrédient me préoccupe profondément, le sodium lauryl sulfate, plus connu sous l'acronyme SLS. Ce nom barbare désigne un agent moussant que l'on retrouve dans la majorité des dentifrices industriels.
Il donne cette sensation de mousse, cette impression de nettoyage efficace que tant de gens recherchent. Mais cette mousse est une illusion, car le SLS est un tensioactif agressif qui fragilise la muqueuse buccale, détruit le film protecteur naturel de la bouche et favorise l'apparition d'aphtèses douloureux chez les personnes sensibles. Ce que peu de gens savent, c'est que ce produit peut se cacher sous plus de 50 dénominations différentes, rendant sa détection extrêmement difficile. Et lorsque je vois certains dentifrices pour enfants en contenir, je suis pris d'un profond malaise. Il y a également le cas des huiles essentielles, souvent utilisées comme alternative naturelle dans des dentifrices dits bio. J'ai moi-même été séduit au début par cette idée, mais avec le recul, je réalise qu'il faut faire preuve de discernement. Les huiles essentielles, bien qu'extraites de plantes, sont extrêmement concentrées. Dans la bouche, elles peuvent être irritantes, abrasives, voire cytotoxiques si mal dosées. Certaines d'entre elles, comme le tea tree ou la menthe poivrée, sont efficaces en cas d'infection ponctuelle. Mais leur usage quotidien détruit aussi des bactéries utiles, créant un déséquilibre comparable à celui causé par les produits chimiques. Ce n'est pas parce qu'un ingrédient est naturel qu'il est inoffensif. Je le dis avec gravité, car je l'ai vu chez plusieurs de mes patients. Brûlures, irritations, perturbations du goût, sécheresse buccale, le remède peut parfois devenir le mal. Et puis, il y a le fluor, encore et toujours. J'en ai parlé, je l'ai étudié, je l'ai prescrit un temps avec conviction, comme tant d'autres médecins. Mais aujourd'hui, je ne peux plus fermer les yeux. Non seulement le fluor détruit le microbiome oral, mais il s'accumule aussi dans l'organisme, interfère avec l'iode, affecte la glande thyroïde, affaiblit les os et traverse la barrière hémato-encéphalique. Certains me diront que tout est une question de dose. Je leur répondrai que dans une société où le fluor est présent dans l'eau, dans le sel, dans les dentifrices et parfois même dans les compléments pour enfants, la dose devient vite chronique, insidieuse et donc toxique. Ce qui me peine, c'est que toutes ces substances sont accessibles à tous, partout, sans filtre, sans mise en garde. Elles sont intégrées à des produits de grande consommation, enveloppées dans un marketing rassurant. Elles sont présentées comme des alliés, alors qu'elles sont parfois les premières à fragiliser notre santé. Je me souviens encore d'un jeune patient, Louis, 27 ans, sportif, très soucieux de son hygiène. Il utilisait un dentifrice haut de gamme, blanchissant, renforcé au fluor, mousse active. Il se brossait les dents 3 fois par jour. Il est venu me voir pour des saignements inexpliqués, des irritations, une perte progressive du goût. Nous avons tout changé. Dentifrice sans SLS, sans fluor, routine plus douce, arrêt des bains de bouche antiseptiques. 3 mois plus tard, tout était rentré dans l'ordre. La leçon était claire. Trop d'hygiène tue l'équilibre. Voilà pourquoi je prends la parole. Pour alerter, mais surtout pour éclairer. Le dentifrice n'est pas un produit banal. Il mérite notre attention, notre vigilance, notre exigence. Parce que ce que nous mettons dans notre bouche 2 fois par jour, tous les jours, heures de notre vie, finit par façonner notre santé. Ne vous laissez plus guider par les slogans. Lisez les étiquettes. Informez-vous. Et surtout, n'ayez pas peur de remettre en question ce qui vous semblait évident. C'est parfois dans ce doute que commence la vraie médecine. S'il y a bien une chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir, plus tôt dans ma carrière, accordé toute l'importance qu'elle mérite à l'hygiène bucco-dentaire naturelle. Trop souvent, on a cru, et moi, le premier, que la santé buccale se résumait à des techniques, des produits, des protocoles. On brosse, on rince, on applique. Mais ce que j'ai découvert avec les années, au fil des patients, des lectures, des erreurs aussi, c'est que la bouche est un écosystème vivant, sensible, intelligent, et qu'elle ne peut être maintenue en bonne santé qu'en étant respectée, soutenue et non agressée. Ce que je veux vous offrir aujourd'hui, c'est une vision différente, plus douce, plus globale, plus cohérente. Une hygiène buccale qui ne se contente pas de nettoyer, mais qui soigne, qui prévient, qui protège. Une approche que j'aurais aimé recevoir moi-même, bien avant de poser ma première dentisterie dans le cabinet. Tout commence par un geste fondamental, le brossage. Oui, se brosser les dents reste essentiel, mais pas n'importe comment. Trop de gens, encore aujourd'hui, utilisent des brosses dures, dans des gestes agressifs, comme s'il fallait gratter pour bien faire. Pourtant, ce que la gencive attend, ce n'est pas la force, c'est la délicatesse. Le tissu gingival est fragile,
richement vascularisé, et réagit très mal aux traumatismes répétés. J'ai vu tant de gencives reculer à force de frottements trop violents, tant de collets dentaires exposés, douloureux, simplement parce qu'on a mal compris le geste. Je recommande toujours à mes patients d'utiliser une brosse à dents ultra souple et d'adopter un mouvement circulaire, léger, comme un massage, jamais comme une attaque. Le choix du dentifrice est tout aussi crucial. Comme je l'ai longuement évoqué auparavant, la majorité des produits industriels contiennent des substances agressives ou inutiles. Pour moi, un bon dentifrice est celui dont la composition est courte, compréhensible et respectueuse du microbiome oral. Il peut contenir de l'argile blanche, du carbonate de calcium, une pointe de sel marin, un peu de xylitol, parfois quelques extraits de plantes bien choisies, comme la camomille ou la sauge. Il ne mousse pas beaucoup, mais il nettoie sans agresser. Il ne sent pas la menthe chimique, mais il laisse une bouche saine. Et surtout, il ne contient ni fluor, ni SLS, ni colorant. Ce type de dentifrice, je le recommande même aux enfants, car il apprend dès le plus jeune âge à respecter son corps. Mais une hygiène buccale saine ne s'arrête pas au brossage. Il faut aussi s'occuper des espaces invisibles, ceux que la brosse ne peut atteindre. Le fil dentaire, souvent négligé, est à mes yeux indispensable. Il permet d'éliminer les résidus alimentaires, de prévenir la formation de plaques entre les dents, d'éviter ces petites caries sournoises qui apparaissent dans les interstices. J'insiste toujours sur l'importance de le faire chaque soir, calmement, sans précipitation, comme un rituel de soin. Un autre geste que je considère aujourd'hui comme fondamental, c'est le nettoyage de la langue. Lorsqu'on gratte doucement la langue avec un gratte-langue en cuivre ou en acier, on élimine une grande partie des bactéries anaérobies responsables de la mauvaise haleine. Mais on stimule aussi une forme de réflexe digestif. Dans certaines médecines traditionnelles, ce geste est pratiqué depuis des siècles, et je suis convaincu de sa pertinence. Je l'ai adopté moi-même tard dans ma vie, et je n'ai jamais cessé depuis. Il y a aussi un acte souvent oublié, pourtant profondément bénéfique, le massage des gencives. Oui, vous avez bien lu. Masser doucement les gencives avec les doigts propres ou avec une brosse douce active la microcirculation, renforce le tissu conjonctif et réduit l'inflammation chronique. J'ai vu des patients avec des gencives pâles, spongieuses, retrouver de la vitalité en quelques semaines, simplement en réintégrant ce geste ancestral dans leur routine. Mais au-delà de ces soins quotidiens, il faut comprendre que ce que nous mangeons façonne notre bouche autant que notre corps. Une alimentation riche en sucre raffiné, en aliments transformés, en boissons acides, déséquilibre le pH buccal, nourrit les bactéries pathogènes et PCN, affaiblit l'émail. À l'inverse, certains aliments sont de véritables alliés. J'ai toujours encouragé la consommation de légumes verts riches en nitrates naturels, comme les épinards, la roquette ou la betterave, car ils favorisent la production de monoxyde d'azote, bénéfique pour la santé vasculaire et l'équilibre microbien. Je recommande aussi de terminer les repas par un aliment fermenté, comme un morceau de fromage affiné. Ce n'est pas un hasard si nos anciens avaient cette habitude. Le fromage stabilise le pH, renforce l'émail et soutient le microbiome intestinal et buccal. C'est une médecine discrète mais puissante. Même un simple yaourt nature, non sucré, peut faire office de bouclier après un repas un peu trop riche. Et puis, il y a le xylitol, cet édulcorant naturel issu de l'écorce de bouleau qui mérite toute notre attention. Contrairement au sucre classique, il ne nourrit pas les bactéries cariogènes. Mieux, il freine leur croissance, rétablit un pH neutre et protège l'émail. J'ai vu des patients utiliser des pastilles de xylitol après chaque repas et observer une nette amélioration de leur haleine et de leur santé dentaire en quelques semaines. Vous voyez, prendre soin de sa bouche ne nécessite pas de technologie, ni de produits coûteux, ni de sophistication. Il faut simplement revenir au bon sens, à la douceur, à la régularité. Ce que je vous transmets ici, ce ne sont pas des recettes miracles, mais des gestes fondamentaux que nos corps comprennent et attendent. Et surtout, n'oubliez jamais ceci, la bouche n'est pas seulement un organe, c'est une interface. Elle est en lien constant avec le cœur, le cerveau, l'intestin. Elle peut être une porte de guérison ou un foyer d'inflammation. Tout dépend de la manière dont vous en prenez soin. Ne laissez plus l'industrie décider à votre place. Écoutez votre corps. Écoutez votre bon sens. Et souvenez-vous qu'une bouche respectée, c'est une santé renforcée. J'aurais tant aimé que l'on me dise cela plus tôt. Mais aujourd'hui, je vous le transmets, car il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux faire.
Ce que je viens de vous partager au fil de ces épisodes, c'est plus qu'un simple discours sur l'hygiène buccale. C'est un appel à la conscience, une invitation à regarder autrement ce que nous croyons acquis, à questionner ce que l'on fait machinalement depuis des années, sans toujours comprendre les conséquences. Pendant toute ma carrière de médecin, j'ai été témoin des ravages de l'ignorance, de la routine, du « c'est comme ça qu'on m'a appris ». J'ai vu des corps se dégrader à cause de gestes simples répétés sans conscience. Un bain de bouche trop agressif, un dentifrice toxique, un brossage trop violent, une alimentation trop sucrée. Et pourtant, il ne faut pas grand-chose pour inverser la tendance. Ce n'est ni une question d'argent, ni une affaire de technologie, ni une quête inaccessible réservée aux initiés. Non, il suffit parfois de revenir à l'essentiel. Un geste plus doux, un choix plus réfléchi, une attention sincère à son propre corps. Se brosser les dents, c'est bien. Mais se brosser les dents en conscience, c'est mieux. Choisir un dentifrice qui respecte la vie microbienne de notre bouche, c'est poser un acte de prévention. Utiliser du fil dentaire, c'est s'offrir la chance de garder ses dents plus longtemps. Manger un fromage affiné à la fin du repas, c'est équilibrer son pH naturellement. Boire une tisane de thym au lieu d'un bain de bouche industriel, c'est protéger sa flore sans l'agresser. À travers toutes ces années, j'ai compris une chose. La santé est une danse entre équilibre et respect. Respect de soi, de son rythme, de sa biologie naturelle. Il ne s'agit pas d'éliminer tout, de désinfecter à tout prix, de contrôler de manière obsessionnelle. Il s'agit d'accompagner, d'écouter, de soutenir. Et cela commence, bien souvent, par la bouche. Je suis aujourd'hui un homme âgé. Je n'ai plus l'énergie d'un jeune praticien. Mais j'ai quelque chose que je n'avais pas à 30 ans, l'expérience, la sagesse, le recul. Et je sens que le plus grand cadeau que je puisse encore offrir à la société, c'est cette parole transmise, ce savoir vécu, cette vérité partagée sans filtre. Parce que je n'ai rien à vendre, je n'attends aucun profit. Ce que je veux, c'est simplement que vous puissiez vivre mieux, plus longtemps, avec moins de souffrance, avec plus de discernement. Alors si je devais vous laisser avec une seule leçon, ce serait celle-ci. Ne laissez jamais une habitude inconsciente décider à votre place. Renseignez-vous, remettez en question. Et surtout, écoutez votre corps. Il vous parle chaque jour. Une inflammation des gencives, un saignement au brossage, une haleine étrange. Ce sont des signes, pas des fatalités. Ce sont des messages. Ne les étouffez pas avec des produits chimiques. Répondez-leur avec attention, douceur, intelligence. Et maintenant, je vous pose une question très simple, à laquelle j'aimerais que vous répondiez en commentaire pour enrichir cette communauté. Quel est, selon vous, le geste bucco-dentaire le plus négligé aujourd'hui dans notre quotidien? A. Le grattage de langue. B. L'utilisation du fil dentaire. Dites-moi en commentaire. Vous êtes plutôt A ou B. Pourquoi? Cela permettra à d'autres de réfléchir et peut-être de découvrir une nouvelle habitude à adopter. Et si ce contenu vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose, si cela vous a fait réfléchir, alors je vous demande une chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Cela ne coûte rien, mais cela me donne la force de continuer. Et si vous en avez la possibilité, faites un petit don, même modeste. Car oui, je suis retraité, je n'ai plus de revenus de consultation, mais j'ai choisi de continuer à transmettre. Et chaque soutien, même symbolique, me permet de consacrer du temps, de l'énergie, de la vie à ce projet. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Merci de votre confiance. Et surtout, prenez soin de vous. Vraiment.